Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sport. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle étape. On va vous parler de business dans une émission que vous retrouverez tous les mois sur Radio Sport et qui s'appelle Zone Mixte Business. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Marine, elle sera là tous les mois. Marine Mathieu, qui est formatrice en sponsoring sportif. Bonjour Marine. Bonjour Jérôme. Merci de m'accompagner. Tu es une spécialiste du sponsoring dans le sport. Et notre première invitée va nous parler aujourd'hui moto. Vous allez voir, son histoire est fascinante. Toutes les étapes de son histoire, de pilote à ce qu'il est aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir Christophe Guyot. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue. Alors, on va vous présenter d'abord, Marine. Marine a travaillé sur une présentation pour dire à tous nos auditeurs qui vous êtes, ce que vous avez fait, et après on rentrera dans le vif du sujet en parlant de votre carrière. Alors Marine, qui est Christophe Guyot ? Christophe, il est instituteur de formation. Il a toujours eu la vocation d'aider les jeunes. Ce sera d'ailleurs un leitmotiv tout au long de sa carrière. C'est un passionné de musique, mais surtout c'est un fou de moto. Pourtant, il découvre la compétition et la vitesse assez tard, à 27 ans. Et à ce moment-là, il aura vraiment l'objectif de prouver une chose, c'est que malgré tout, tout est possible. Et du coup, dès l'année suivante, dès sa première saison, il va devenir révélation de l'année décernée par le magazine Moto Revue en 89. Et puis en 91, il choisit de quitter l'enseignement pour créer sa propre écurie, donc le Guyot Motorcycle Team 94. En hommage au département du Val-de-Marne qui le soutient depuis ses débuts. Il va faire quelques saisons en mondial et puis il va finir par atteindre son objectif et gagner, être champion de France en 98. Entre-temps et en parallèle, il se lance en endurance. Et le GMT 94 va être un ténor de la discipline pendant une vingtaine d'années. Le GMT 94, c'est un team privé qui a 3 victoires aux 24 heures du Mans, mais aussi 3 titres de champion du monde d'endurance, dont un obtenu par Christophe avec la double casquette de pilote et de team manager. Et d'ailleurs, il est le seul aujourd'hui à avoir accompli cette performance. Et puis, en 2005, il va choisir de se consacrer à 100% à son rôle de team manager. Et puis, depuis 2018, il a choisi de ramener le GMT 94 en vitesse, en championnat du monde Super Sport, Superbike, où l'équipe est encore engagée cette année et se bat régulièrement pour des victoires et des podiums. Et aujourd'hui, plus que jamais, Christophe continue de mener à bien des projets en faveur de la jeunesse, des plus démunis et de la sécurité routière, notamment avec le soutien de ses partenaires historiques. Eh ben, dites-moi, Christophe, quelle carrière ? Elle a tout dit, elle a rien oublié ? Non, elle a très très bien résumé. Elle a bien résumé, je pense que oui, il n'y a pas de... C'est à peu près ça. Mais... Elle a oublié de dire que vous étiez né à Marseille. Oui, je suis né à Marseille, mais bon, j'ai beaucoup bourlingué, je ne fais qu'y naître à Marseille. C'est vrai, après vous êtes parti, il faisait pas assez beau, c'est ça ? Vous avez préféré le 94 pour le temps. Oh, je suis arrivé dans le 94 en 17 ans après. Voilà, donc c'était la région parisienne, j'ai découverte vraiment sur le tard. J'avais, on va dire 18 ans, 17-18 ans. 18 ans, donc vous décidez, vous passez le bac, évidemment, comme tout le monde, vous l'avez, comme presque tout le monde. Vous faites l'école normale ? Oui, d'institut. Et vous décidez d'être instit. Oui, alors ça s'est fait là aussi sur le tard. Ça a été parce qu'en fait le bac, j'ai dû le passer en candidat libre en fait. Donc et puis j'ai obtenu en même temps le bac et le concours d'entrée à l'école normale. Au moment où je décide de passer le baccalauréat, je me dis finalement que j'aimerais bien devenir instituteur. C'était quelque chose qui me plaisait quand j'étais petit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais été reçu au concours d'entrée à l'école normale avant l'obtention du baccalauréat, parce que je m'étais pris un petit peu tard pour passer le bac, et donc j'ai passé à la session de septembre.
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait passer le concours de l'école normale et qui était validé si on avait son bac. Il fallait, alors, normalement, tout le monde passe son bac en juin, mais comme je m'étais pris un petit peu tard, j'avais réussi à obtenir de pouvoir le passer en septembre. Et simplement, j'étais reçu au concours d'entrée à l'école normale juste avant. Donc, c'était bien écrit, sous réserve de l'obtention du baccalauréat, que j'ai pu obtenir, de justesse, mais je l'ai obtenu. Alors, en faisant un très grand pont, un viaduc, un aqueduc, je ne sais pas comment on peut dire, de vous occuper, de travailler avec les jeunes, on va le voir après par la suite, c'est quelque chose qui vous intéressait. De toute façon, tout a débuté par là, puisque je me suis retrouvé rapidement, en fin de compte, alors c'était à Ivry-sur-Seine déjà, il y avait un projet qui s'appelait Ivry-Vitry. C'était l'arrivée des premières zones d'éducation prioritaire, les ZEP, en 81 en fait. Et là, je me suis retrouvé rapidement à m'occuper de classes en difficulté dans ces zones de ZEP. Je me suis vraiment pris... je me suis beaucoup investi, y compris dans l'animation, directeur de colo, directeur de centre animateur de centre de loisirs. Le BAFA. Etc., le BFD, mais surtout classe de perfectionnement. Donc, donc, ça a été vraiment, pour moi, une aventure qui a été très forte, de travailler dans des milieux qui étaient parfois difficiles, mais difficiles de l'extérieur. De l'intérieur, pas du tout. Ça restait des jeunes, des familles qui avaient juste parfois plus de difficultés, de problèmes que d'autres, mais dès qu'on est avec eux, dès qu'on est au cœur des choses, tout s'est C'est-à-dire que dès qu'on s'intéresse à eux ou dès que on arrive à les intéresser à quelque chose, tout ça se gomme. Ça marche tout de suite. Mon arrivée dans la première classe, la première fois que je me suis retrouvé en classe de perfectionnement, c'est parce que l'instituteur d'avant ne voulait pas y rester. Donc je suis en début d'année scolaire, mais 15 jours après la rentrée, dans une classe dont personne ne voulait, aucun enseignant, parce que soi-disant violent, ingérable. Et quand j'arrive dans l'école jeune instituteur, on me dit là, oh là là, je sais pas comment vous allez faire, c'est très compliqué. Et en fait, ça a été simple, et c'est exactement ce que vous venez de dire, le simple fait de s'intéresser à eux. Je rentre dans la classe, oui, c'était le bazar. Bon, pendant 1h30, c'était compliqué, donc j'ai pris Motojournal. J'ai lu Motojournal, je suis avec le collège, je ne ferais rien, mais j'ai fermé la porte à clé. Et puis après, la sonnerie a sonné parce que c'était la récréation. Et là, les élèves ont commencé à dire, mais là, c'est l'heure. Ah oui, mais vous sortirez quand je connaîtrai votre prénom. C'est tout. Et en fait, alors ça dure un moment, jusqu'à ce que le directeur de l'école vienne frapper à la porte. Monsieur Guyot, c'est l'heure, là, c'est la sortie. Non, mais écoutez, les élèves sortiront quand je connaîtrai leur nom et leur prénom. C'est tout. Et à partir de là, tout s'est parfaitement bien passé. Alors ça a été un moment difficile, puis quand ils se sont rendus compte qu'ils ne sortiraient pas de la classe. Mais c'était s'intéresser à eux. Et après, quand je les ai reçus le lendemain matin, c'était pour dire, vous savez, moi j'ai mon métier, tout va bien. Je suis là, c'est pour vous. Et puis à partir de là, tout s'est déclenché. Et puis c'est parti. Marine, t'imagines, toi, d'être instituteur dans un bureau bien installé et avoir des idées de musique, des idées de partir à moto, tu l'imagines ça ? Effectivement, c'est un peu, il y a une image publique et puis il y a l'image qu'on découvre après, la double casquette. C'est vrai que le métier, c'est une chose, la passion, c'en est une autre. Et souvent, la passion, elle peut amener à en faire son métier et à ce qu'elle prenne toute la place tellement elle nous anime. Et on a, je pense, aujourd'hui cette chose en commun de pouvoir avoir notre passion qui guide nos activités professionnelles. C'est un peu ça. C'est la passion. En fait, oui, c'est le pôle d'intérêt, c'est la passion. Et puis après, la vie qui fait qu'on peut déclencher des choses. On parlait de la classe de perfectionnement. S'il n'y avait pas eu des échecs aussi dans mon activité avec eux, si l'éducation nationale n'avait pas refusé de faire entrer 3 élèves que je voulais faire passer en classe normale, en CM1, mais on a décrété qu'ils étaient trop âgés, que s'ils étaient en classe de perf, c'est parce que c'était fait, ils étaient déjà fichus. Et s'il n'y avait pas eu ces moments-là, ces moments très très durs, pour eux d'abord, pour moi aussi, parce que je restais un militant de les emmener vers leur projet aussi,
peut-être que, enfin certainement que je ne serais pas aujourd'hui devant vous et j'aurais peut-être jamais fait de moto de compétition. Vous seriez resté instituteur. Oui. Après, ou batteur, ou je sais pas ce que vous faites. Oui, parce que j'avais une autre passion. D'ailleurs, la moto a remplacé la musique, mais je pense que j'aurais été plus facilement. Je rêvais à l'époque, j'étais fou de musique, vraiment la danse et le métal. Hein. Moi, j'ai encore dans la tête les mots de Bernie, mon voisin de Trust, sur les planches, je prendrai ma revanche, les murs de la CDC, les murs de la cité résonnent la CDC, etc., etc. Donc c'était, j'aurais rêvé peut-être, oui, d'être sur scène. Vous auriez rêvé d'être sur scène, ceci dit, vous l'avez été hein, sur scène avec toute la carrière que vous avez fait en moto et qu'a résumé tout à l'heure Marine. Du coup, 27 ans, la passion de la moto l'emporte. Et là, vous commencez à aller sur les circuits, peut-être de manière artisanale, vous allez nous le dire, mais après de manière beaucoup plus professionnelle. Et on y viendra à aller chercher des sponsors, parce qu'une saison, peut-être des sponsors locaux, mais parce qu'une saison, ça coûte des sous. Mais bon, vous vous mettez à la moto comme ça, c'est une passion. Oui, alors ça s'est pas passé aussi simplement. Il y a d'abord, j'étais accueilli quand j'étais motard. Enfin, je suis toujours, mais d'abord j'ai commencé par être motard. J'avais la passion de la moto, de route. La course, je connaissais pas, en fait. Donc, puis ça m'intéressait pas du tout parce que je voyais pas l'intérêt de faire des ronds autour d'un circuit, alors que Paris-Bordeaux à fond, ou Paris-Lille à fond à l'époque, hein, on n'était pas un délinquant comme on l'est aujourd'hui, et c'était pas du tout la même chose. C'était un autre univers, un autre monde, et c'est vrai que ma passion, c'était la vitesse sur route, en fait. C'est comme ça que tout a débuté. Et puis, je me suis retrouvé, après quelques accidents, dans un garage qui s'appelait ITC Moto, à Ivry-sur-Seine. Et c'était un côté complètement séparé de mon activité d'instituteur, mais je sortais de l'école et je fonçais au garage et je bricolais des motos, et puis après je partais sur l'autoroute A4 pour voir si ça pouvait prendre 240. Et quand on arrive à Nancy, donc c'était ça. Donc au départ, c'était plutôt vraiment la passion de la vitesse sur route. J'étais très 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 pris par ça. J'avais pas du tout l'idée de faire la compétition. C'est en rencontrant ma femme d'aujourd'hui, qui elle était branchée moto de course. Quand j'ai amené au garage, ils l'ont prise pour une folle de monter derrière moi, ce qui est un peu le cas. Et puis on s'est retrouvé au circuit Carole. Oui, j'allais dire, dans la région parisienne, quand on veut tourner ou quand on voulait tourner, tu tournes un peu, toi, Marine ? C'est le circuit Carole, quoi. Ouais, ici, circuit Carole, près de Roissy, au nord de Paris. Moi, j'ai fait quelques sessions pistes, mais je préfère supporter et soutenir les compétiteurs. Et moi, je suis plutôt voyage et road trip à moto aujourd'hui. Alors, vous parliez de votre épouse, votre femme d'aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'une carrière, quand on est en couple, ça se fait aussi à deux, parce qu'il y a des hauts, des bas, il faut être aidé, hein. Chacun a son histoire. Bien sûr que là, si c'est trouvé que tout s'est fait à deux depuis le début. Et puis la musique aussi, s'est fait à deux depuis le début. On s'est rencontrés d'ailleurs en dansant. C'était pas, j'avais cette autre passion aussi du rock'n'roll, de la danse. Mais non, c'est vrai que je dirais que le facteur numéro 1, ça a été l'existence du circuit Carole, parce que à l'époque, j'étais S'il n'y avait pas eu de circuit, vous seriez peut-être pas venu à la compétition. Non, puis même, je pense que ça aurait de toute façon mal fini, parce que là, on en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'accidents très graves, voire très très graves. Et puis j'ai des copains qui sont restés aussi de l'époque du garage ITC Moto. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, on se dit c'était une époque différente, mais honnêtement, il y avait quand même beaucoup d'accidents grave. Et s'il n'y avait pas eu le circuit Carole, puis moi, j'étais pas du tout dans un milieu de motard. Je ne connaissais rien. J'ai retrouvé ce petit garage ITC Moto, c'était un peu le Joe Bartim. C'était même complètement Joe Bartim. D'ailleurs, quand le livre est sorti, on s'est demandé s'ils n'avaient pas regardé votre histoire. C'était un truc incroyable. Et donc, tout ça pour dire que s'il n'y avait pas eu l'existence du circuit Carole, jamais rien n'aurait commencé. Et donc ça, c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'était Louis Pasteur qui disait le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés, donc ça veut dire que vous étiez déjà préparé. Marine, tu as dit dans la présentation de Christophe qu'il n'avait qu'un seul but, de prouver que tout était possible. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a toujours dit, martelé, et c'est encore aujourd'hui la raison d'être du GMT 94. Il a commencé la compétition à un âge où tout le monde disait qu'il était trop vieux, que c'était trop tard, qu'il fallait commencer avant pour réussir. Et malgré tout, il s'est accroché, il a voulu prouver que c'était possible. Il a réussi, il a fini par gagner devant les pilotes officiels, devant les usines, et justement il veut aider les jeunes et véhiculer cette image et cette vision que quand on a des rêves, on peut s'accrocher et tout est possible. Et tout est possible, exactement. C'est ça? C'est exactement ça, parce qu'en fait, tout s'est produit au même moment. C'était la première année, donc 88, c'est la première année où je m'entraîne sur le circuit Carole. Je ne fais pas de compétition, je m'entraîne, et à ce moment-là, j'ai 26 ans. On est toujours instit? Je suis instituteur. Toujours. J'ai rencontré Brigitte déjà depuis un an. Je m'entraîne au circuit Carole, mais je m'entraîne pas pour faire de la course. Je m'entraîne parce que je me fais plaisir là-bas. Et puis j'étais pris au jeu parce que au début, j'étais le roi du périph' en arrivant à Carole, puis quand j'arrive à Carole, j'ai le droit de rien du tout. Et donc ça me prenait, je tombais tout le temps. Vraiment, je me suis pris au jeu, mais je n'avais aucun objectif. Et quand, à un moment donné, quand j'ai arrêté de tomber, au bout de quelques mois, de temps en temps, on venait me voir en me disant « Waouh, tu vas vraiment vite, t'as quel âge ?» Et donc je répondais « J'ai 26 ans. » Ah, c'est un peu tard? Oui, on me disait « Ah, c'est dommage. » En gros, c'était un petit peu ça. C'est tout, ça me faisait rien du tout, j'entendais. Et puis c'est là qu'il y a eu cette histoire avec cette classe de perfectionnement. On est au mois de juin et je veux passer des 3 élèves en CM1. J'ai l'accord avec moi, l'instituteur de CM1, le directeur de l'école et l'inspectrice départementale. Donc c'était pas un projet fou. Et je me retrouve... et puis à la rentrée scolaire, c'est là qu'on dit non, ça l'a pas fait. Et ça a été pour moi... terrible, parce que c'était j'avais donné de l'espoir à des jeunes qui n'en avaient plus. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi ce monde dans lequel, parce qu'ils sont trop âgés, ils sont déjà fichus. Moi, j'étais trop âgé pour faire de la course. Mais donc ça vous fait réfléchir. J'ai foncé dans le bureau de l'inspectrice départementale. Je dis voilà, moi, il paraît que je suis trop vieux, je vais démontrer que tout est possible. Et dans la foulée, je me suis retrouvé au sein du conseil général, rencontrer Michel Signerbieux, qui était le chef des sports à ce moment-là, le directeur des sports, dont j'avais jamais fait de course de moto. Je le rencontre, je lui explique ce projet. Je dis, moi, ce que je veux, c'est démontrer qu'on peut gagner. Je porterai le 94 si vous m'aidez. Et j'avais fait 0 course de moto, et j'ai obtenu un budget de 25 000 francs du conseil général à l'époque. Donc ça veut dire que le conseil général vous aide à ce moment-là par rapport au projet. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Et le conseil général du Val-de-Marne vous aide toujours aujourd'hui. Une grande fidélité. Oui. Alors c'est plus les deux côtés, d'ailleurs. Absolument. Et c'était lié aussi au fait que j'avais déjà, je les connaissais, non pas au niveau des sports, mais au niveau parce que j'avais dirigé des colos, plein de choses. J'avais déjà fait des choses dans le monde de l'enseignement, en fin de compte, ou de l'animation. Mais en clair, c'est l'histoire du 94 est liée directement à ça. Oui. Alors, ce qui est dingue, c'est que vous êtes meilleur espoir de l'année, c'est ça, tu as dit tout à l'heure. Révélation de l'année. Révélation de l'année avec la revue Moto Revue, évidemment, qu'on retrouvait. C'était quoi? C'était un mensuel, un hebdo où on avait hebdomadaire. C'était Moto Journal, en fait. C'était Moto Journal. Ça. Il y a eu aussi Moto Revue, mais c'était Moto Journal qui avait écrit ça. Et c'est un moment, c'est bien que Marine en ait parlé, parce que si on peut vraiment dire aux journalistes d'aujourd'hui de ne pas tomber dans le piège de penser qu'on s'intéresse au sport moto que quand on a 14 ans, 13 ans, 12 ans, on ne s'intéresse plus quand on a 20 ans, 25 ans, on ne peut plus s'intéresser aux pilotes qui ont 25, 30 ans. C'est que s'il n'y avait pas eu Motojournal pour donner ça, à l'époque, ils s'en fichaient, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, ça n'existerait plus. De lire dans la presse moto, quelle qu'elle soit, de dire d'un jeune de 27 ans, ou d'un pas très jeune de 27 ans, qu'il peut être un espoir demain. Ça n'existerait pas aujourd'hui. Bon, ce petit mot qui n'était pas gros, c'était pas une pleine page, c'était un petit encart. Ça a donné une motivation énorme. Ça a participé à l'histoire qui s'est déroulée ensuite. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, 1 an ou 2 ans après, Marine nous le disait, vous devenez team manager. Alors, autant vous étiez peut-être considéré comme trop vieux pour démarrer la moto, autant là, vous êtes jeune pour être businessman, on va dire ça comme ça, Marine, non ?
Je pense qu'à partir du moment où il y avait le projet derrière, il y avait besoin de structuration. Et ça, c'est quelque chose que Christophe a compris très très tôt. C'est à partir du moment où on veut grandir, où on veut faire plus de choses, aller plus loin, atteindre ses objectifs, on peut plus se permettre de trop bricoler dans son garage ou dans son coin et surtout rester tout seul. Ça, on est bien d'accord. Mais pour le coup, il est jeune pour se lancer dans un projet comme ça. Parce que toi qui as l'habitude un petit peu, puisque tu es formatrice en sponsoring sportif, on se lance plutôt après la trentaine, 35, 40 ans dans ce genre de business. Pas forcément. Il y a vraiment de tout. Il y a tous les profils. Il va y avoir ceux qui vont être détectés, qui vont présenter des capacités, des performances exceptionnelles très jeunes, et donc qui vont être mis dans le grand bain très jeunes. Et puis il y a ceux qui vont plutôt avoir le profil de Christophe et qui vont arriver là presque entre guillemets par hasard et qui vont avoir envie de mettre l'énergie et la motivation nécessaires malgré tout pour y arriver, pour se lancer et pour professionnaliser leur démarche, pour avoir une chance de faire grandir leur projet et d'atteindre leurs rêves. Oui, mais alors ce que je veux dire, de ce que je connais, par exemple, moi j'ai des noms qui me viennent en tête de coureurs moto de l'époque, parce que je suis plus tout jeune. Il y avait, comment il s'appelle, Ponce, comment c'était son prénom ? Patrick Ponce. Il a monté, après sa carrière, des magasins de moto. Il y en avait un avenue de la Grande Armée. Il y en avait. Ce que je veux dire, c'est que souvent on attend la fin de la carrière de sportif pour se lancer dans le business. Oui, alors, même si Patrick Ponce n'est pas le bon exemple, parce que lui, son nom a été développé après son décès, parce qu'il est décédé en course, et c'est après, avec Yamaha, il était très proche de Christian Saron, etc. Donc, il y a eu la marque de Patrick Ponce pour pérenniser son nom, et c'est Jean-Claude Olivier, donc l'ancien patron de Yamaha France qui vraiment a tenu à ça. Ouais. Mais cela dit, ce que vous dites est extrêmement juste. Beaucoup de pilotes vont se lancer après dans d'autres affaires. Je pense à Olivier Jacques, qui est maintenant promoteur immobilier à Barcelone. Vous avez, chacun a des... D'autres peuvent aussi avoir une activité professionnelle en même temps qu'ils sont encore pilotes. C'est le cas de Randy Depugny aujourd'hui, qui est toujours pilote en mondial d'endurance, et tout en étant promoteur de plein d'activités, y compris d'ailleurs commentateur pour Canal+. Bon, mais l'histoire dont on veut parler, elle est, cela dit, assez différente, parce que j'ai dû en effet, au moment où je décide d'arrêter d'aller à l'école pour me lancer dans le sport moto, à ce moment-là, j'ai plus rien. Il faut aller chercher des sous. Il faut aller les chercher, sachant que je ne voulais pas le faire. On en revient à l'histoire du Conseil général, c'est important parce que juste avant, ça faisait un moment que mon petit garagiste s'appelait Jean-Pierre Brasero, qui est un peu comme mon père adoptif, nous disait à Brigitte et moi, bon là, maintenant Christophe, que tu commences à aller vite, il faut trouver des sponsors. Et je ne voulais pas. C'était hors de question. Pourquoi vous vouliez pas ? Parce que Marie n'était pas là pour vous former à l'époque, à aller chercher des sponsors. Parce que c'est compliqué pour des gens qui sont pas commerciaux, pour des sportifs, pour des tas d'autres métiers, d'aller taper à la porte et dire j'ai besoin de sous. Parce que je ne voyais pas ce que je pouvais apporter en contrepartie, parce qu'il était hors de question de faire la mendicité, de dire donnez-moi des sous pour faire des ronds sur un circuit qui pour moi servait à rien du tout. Je voyais pas du tout, j'avais pas du tout de la motivation, ni l'envie d'aller démarcher des entreprises, juste pour dire je veux faire des tours de moto, c'était ça. Donc mais du coup, donc dans votre carrière, vous avez cru en vous, mais là vous n'avez pas cru que vous pouviez aller chercher cet argent. Parce que vous saviez, dans votre tête, vous ne saviez pas ce que vous alliez donner en contrepartie. À ce moment-là, oui. Donc, vu que c'était pas du tout... Enfin, j'avais plutôt en face de moi quelqu'un ou quelques personnes qui me conseillaient pour me dire « cherche des sponsors », ça ne m'intéressait pas du tout parce que je voulais pas, en gros, aller faire de la mendicité juste pour que ce soit des gens qui me payent. Vous considériez que c'était de la mendicité ? Oui, à ce moment-là, oui, parce qu'eux-mêmes me conseillaient va demander à un tel, va demander un truc, va demander à machin, à telle entreprise à côté, il a un peu de sous, il pourrait t'en donner. Non. Et en revanche, quand il y a eu cette histoire avec la classe, c'était extrêmement important, parce que là, il y a eu un déclic, il y a eu l'intérêt du Conseil général. C'est de mettre un budget. C'était pas de me donner des sous pour faire des courses de moto, c'était de me donner un budget pour démontrer que tout était possible, pour emmener la jeunesse derrière,
pour emmener tout le monde derrière et dire on arrête cette société dans laquelle on est trop vieux, trop ceci, trop faut être comme ci, On enlève faut être toutes comme les ça. barrières, en fait. Il faut enlever les barrières et démontrer que rien n'est impossible. Et c'était ça le sens du projet. Et à partir de là, oui, de rechercher d'autres partenaires pour accompagner ce projet-là, pour aller dans le sens que ça va servir à tous ou à beaucoup. Là, ça devient motivant. Ça devient une histoire qui... C'est ce qui a été ce qui m'a motivé, c'était ça. C'était, en l'occurrence... Oui, c'est le projet, et après, les budgets travailler nécessaires. autour du projet et d'avoir des budgets nécessaires, non pas pour sponsoriser quelqu'un qui tourne sur un circuit, mais pour aller plus loin dans le projet. C'est tout à fait ça. Et après, d'autres partenaires financiers m'ont aidé, y compris là, avec ce même projet. J'ai une idée comme ça. Enfin, je viens d'avoir un tilt. Mais Marine parlait du titre de champion de France. Je voulais démontrer que c'était possible. Puis c'était difficile. Ça faisait des années que je me battais pour être champion de France. Et là, en 97, je suis 16e du championnat. C'est une catastrophe. J'y arrive pas. Il y a des motos officielles en face. J'ai le manque de moyens. Ma moto, elle est pas assez performante. Et en fait, je me rends compte que... Et la fourche d'usine, la fourche très chère, c'était 20 000 francs à l'époque. C'était énorme. Et j'avais pas ce budget-là. Et donc, je rencontre Patrick Jacot, la mutuelle des motards, en hiver. Je dis, écoute, Patrick, on a un problème. D'un côté, je veux démontrer que tout est possible, mais à un moment donné, il y a aussi un manque de moyens qui fait que ça l'est pas. Donc, comment je peux... Et à un moment donné, ça m'embête de demander des sous, en plus... Alors, il n'y a pas eu que la mutuelle qui a participé, mais pour demander pour acheter une fourche à 20 000 francs, c'était stupide, c'est trop cher. On devrait plutôt faire un règlement de championnat de France pour qu'il n'y ait pas l'accessibilité à ces fourches-là. Mais en attendant, il faut bien, pour pouvoir le démontrer, pour pouvoir le poser sur la table, il faudra encore que je puisse être champion de France. Et je pense que je peux l'être si j'ai cette fourche. Donc c'était ça. Donc là, il y a eu 3 partenaires qui sont réunis pour m'aider là-dessus. Donc c'était pas 20 000 francs pour 20 000 francs, c'était 20 000 francs avec le projet de dire que c'était tellement important d'être champion, de démontrer que, et c'est vrai qu'à ce jour, comme le disait Marine, je reste encore le seul. Ça a failli être détrôné c'est grâce à finalement Camille Forêt que je reste encore à ce jour le seul qui ait pu être champion de France quand des motos officielles étaient engagées. Mais c'était tellement important. Et donc, il y a eu ce problème financier à résoudre avant, mais parce qu'il y avait un projet derrière. Mais Marine, alors juste je rebondis parce que le mot est fort, hein, quand Christophe dit, j'avais l'impression, et je ne voulais pas faire de la mendicité, tous les gens que tu formes, toi, puisque c'est du sponsoring sportif, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, qu'ils aient la technique ou pas la technique, les gens ont l'impression, quand tu les formes et tu regardes un petit peu leurs difficultés au début, de faire de la mendicité. Oui, complètement. C'est un des plus gros freins qu'on peut rencontrer aujourd'hui et c'est souvent ce qui bloque une partie des athlètes de ne même pas oser commencer à aller toquer à la porte des entreprises et chercher des sponsors et la deuxième partie qui les bloque dans leur démarche parce qu'effectivement c'est une démarche qui va faire appel à la générosité des gens et la générosité sans contrepartie, elle a forcément une limite. On va pas donner la même chose juste pour faire plaisir à quelqu'un, lui donner un petit coup de pouce et pour monter un projet, à ce moment-là, ça devient un investissement qui va être rentable, qui va apporter quelque chose. Et le mot fort dans ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est le mot projet qui revient beaucoup et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment d'avoir un projet avec l'entreprise pour pas juste financer quelque chose qui fait plaisir, juste financer du sport, mais aller au-delà. Il faut que l'entreprise, le partenaire, y ait vraiment un intérêt. Et là, Christophe avait vraiment mis le doigt sur quelque chose qui était un vrai besoin, un vrai objectif pour le Conseil général et qui permettait d'amener ce projet, de l'utiliser comme un outil pour pouvoir derrière construire quelque chose de plus grand. La base donc c'est le projet
il l'a eu, il a vu le conseil, le conseil général qu'on appelait à l'époque, maintenant c'est le conseil départemental, et tout ça après, c'est venu se coller autour parce qu'il y avait ce projet. Alors quand on va chercher des sponsors, on n'est plus dans la mendicité, il y a les gens, il y a le projet. Par contre, les gens qui mettent des sous rentrent à part entière dans ce projet. Il faut leur rendre des comptes, entre guillemets. Je vois qu'elle a amené un book de l'époque, ou peut-être que Marine a amené ça. Ça veut dire qu'il faut il faut les rencontrer, il faut leur faire des comptes rendus. Et un projet, on le fait ensemble. Donc il faut qu'on se mette souvent autour de la table, discuter et des moyens, et des objectifs, et des résultats. C'est un peu oui, ça. c'est bien sûr que c'est extrêmement important de tout poser sur la table. Alors là, c'est une revue de presse, donc ça, je fais ça tous les ans depuis mes débuts. Vous continuez à le faire, hein? Oui, bien sûr. Et puis il y a un dossier de presse également pour présenter le projet, entre guillemets. Mais tout ça pour dire que si on doit résumer, c'est pourquoi on le fait. Ça sert à quoi d'être champion à la fin? Est-ce que c'est juste pour toi? C'est personnel? Si c'est que ça, Mais c'est un peu ça quand même. Non. Non, pas pour parce vous. Que la vraie. Ce qui est important, c'est que ça va apporter. Hein. Encore une fois, ce qui est important, c'est que ça puisse emmener. Un exemple concret, là, qui date de là, on est mercredi, qui date de lundi. Le journal Ivry ma ville est sorti. J'ai été interviewé il y a 3 semaines pour donc il y a une pleine page dans Ivry ma ville pour présenter la saison. J'ai dit ok, je veux bien faire, mais si c'est juste pour faire un focus sur ce qu'on a fait, etc., qui va pas servir à grand monde, aux Ivriens, au Val-de-Marnais, parce que ça sera pareil pour le Val-de-Marnais. Ce qu'il faut, ça va apporter quoi au Val-de-Marnais, aux Ivriens, de faire un article. Bon, dans ce cas, moi j'ai l'idée. J'ai négocié avec Marc Mautret, qui est l'organisateur des Promosport 1000 au circuit Carole, enfin des championnats Promosport, pas que 1000 d'ailleurs, circuit Carole le 17-18 mai. Je lui alloue merci à lui, un petit budget. Mais pour tous les Val-de-Marnais, tous les Ivriens, l'entrée soit gratuite. Voilà. Donc moi, je voulais bien raconter l'histoire du GMT, tout ça, les projets. Lucie Boutseul, qui est devenue la première Française à monter sur un podium de championnat du monde. Mais ça va apporter quoi à ceux qui vont le lire? Il y avait au moins un encart. Vous êtes Ivrien, entrée gratuite, circuit Carole. Et là, c'est super parce que depuis, en 2 jours, on reçoit plusieurs mails de l'Estaca, d'étudiants d'Ivry, etc. Ah, mais il paraît que est-ce que c'est vrai? Donc, on a quelqu'un de l'équipe qui répond et qui leur dit oui, bien sûr. Merci d'envoyer votre adresse, on vous envoie les passes, les billets. Donc là, au moins, c'est une histoire qu'on va partager. Et puis, ça va partager doublement, parce que quand ils vont venir là-bas, parce qu'il y aura beaucoup d'Ivriens ou de Val-de-Marnais qui vont venir au circuit. Certains connaissent, il y aura le lycée Fernand Léger d'Ivry-sur-Seine, Jacques Brel a choisi le Roi. Ce sont des jeunes qui viennent régulièrement. Mais tous ceux qu'on a rencontrés lors de d'autres initiatives, tous ceux qui vont venir parce qu'ils ont simplement vu cet article dans Ivry ma ville, ils vont découvrir le sport moto. Et ce jour-là, ils vont rencontrer Pirelli avec Steven Neumann, et maintenant c'est Antoine Dumont qui va les accueillir pour leur expliquer les métiers de la moto, comment on fait un pneu, le journalisme. Ça, c'est des accords que vous avez avec les marques? C'est pas des accords, ils répondent à une demande, et ils le répondent toujours avec aussi cœur, et ils le font avec beaucoup de passion eux aussi. Mais c'est important, c'est à quoi ça sert tout ça? Oui, on ne le fait pas pour rien. Non. Et à partir de là, on peut être encore plus motivé pour réussir. C'est tellement important parce qu'on en emmènera encore plus. Si ça peut leur donner à eux aussi l'envie de réussir. Et l'envie et de mettre en place un projet, de le structurer, de regarder ses objectifs. J'allais vous poser la question d'ailleurs, et on continue sur votre carrière, parce que vous êtes passé en endurance après, avec des budgets qui sont encore plus grands. Vous avez suscité des vocations, et il y a des jeunes que vous avez vus ou que vous avez aidé vous-même à rentrer dans une carrière moto? Je dirais que dans tous les domaines, oui. En pilote, je ne sais pas, faudrait leur demander. Mais dans d'autres domaines, il y a des gens qui nous ont côtoyés en stage, que ce soit mécaniciens, que ce soit dans des domaines divers et variés, étudiants en communication, qui à partir de là ont pu découvrir aussi une passion ou une vocation. Mais
On n'est pas les seuls. Pour certains, on a pu représenter un passage qui a été important ou pas, mais qui a peut-être mis le pied à l'étrier à un moment donné où il y avait un besoin. Enfin, vous avez été aidé par le Conseil général 94 et c'est toujours bien d'être aidé derrière. Alors, je continue la carrière. On passe en endurance. On a fait de la vitesse. On passe à l'endurance. Il y a 3 cycles, si j'ai bien compris, dans ce que nous disait Marine tout à l'heure. L'endurance, c'est les 24 heures du Mans, c'est le Bol d'Or, c'est les 1000 kilomètres de Spa, peut-être. Et excusez-moi mon ignorance sur ce sport, mais je crois que j'en ai cité 3 qui existent. Ça demande beaucoup plus d'argent, tout en gardant votre projet. Oui, alors, oui et non. On démarre toujours avec 3 fois rien. Et ça, c'est important aussi de le communiquer, parce que ce qui est... Marine disait, en 2017, il a arrêté le mondial d'endurance, après qu'on ait effectivement gagné beaucoup. Cette année-là, on était champion du monde. En même temps, on a gagné le 24 heures du Mans, le Bol d'Or, tout ça. Mais finalement, le message, on ne pouvait plus communiquer sur le fait que tout est possible, parce que là, à ce moment-là, il y avait des moyens bien plus importants qu'au début. Mais au début, on a comme fait des résultats avec des moyens qui étaient extrêmement modestes. 94, là je vois 95, ça a été l'événement moto qu'a ramené Marine, c'est l'histoire de la saison 95 qui s'est clôturée par un Bol d'Or qui est devenu l'événement moto de l'année dans Moto Revue, parce que je me suis battu, là je peux dire parce que j'étais le pilote à la fin, jusqu'au bout pour le podium. On termine à 0 seconde 92. Mais juste avant, 94, mais 94, c'est pour mon premier résultat au 24 heures du Mans, après 6 échecs cuisants, 91, 92, 93, des blessures, 6 fois 0. Rien. Et 94, j'ai encore moins que rien. J'ai qu'une moto, pas une pièce de secours, pas une pièce de rechange. Je sais que là, si on ne le réussit pas, comment je vais faire pour continuer ? Et puis, mes coéquipiers, qui étaient Pascal Guigou et Jean-François Damide à l'époque, je leur dis, écoutez, si on tombe une fois, c'est mort, c'est foutu. Et on n'a pas un moteur de secours, on part en moteur d'origine. On n'a rien. Si on tombe une fois, c'est fini. On a fait 6e des 24 heures. Ça a été un truc de fou. Et là, je reçois le courrier du député du Val-de-Marne. Plein de choses vont se déclencher à partir de là. Mais encore une fois, à ce moment-là, j'avais juste de quoi m'acheter une moto. J'avais un mécanicien qui est un génie, qui s'appelait Michel. Un génie qui nous a fabriqué des écarteurs d'étrier, parce qu'on ne peut pas mettre les Brembo ni des trucs chers. On avait ceux d'origine retravaillés, le réservoir à coups de marteau à l'intérieur, refait, rebricolé. Le carénage, on l'a fabriqué nous-mêmes. C'est comme ça qu'on a appris. Artisanal complètement, la moto. Tout était fait à la main. Et malgré tout, on est parti. On a fait 6e des 24 heures du Mans. Il y a une autre histoire comme ça bien plus tard. Mais ce sera trop long de la raconter. Mais on est allé aussi en 2012, bien après, à Suzuka avec des moyens. On n'avait pas du tout les moyens d'y aller à ce moment-là. On avait un budget de Yamaha France, mais que pour faire le Mans, le Bol. Je voulais viser un nouveau titre de champion du monde. Je voulais absolument aller quand même à Suzuka. Je vais passer sur plein de choses, mais au dernier moment, j'ai pas du tout eu le soutien que j'attendais. On y est allé quand même, avec beaucoup moins, 600 kilos, normalement c'est 3 tonnes. Et ça faisait 30 ans qu'une écurie européenne n'était pas montée sur le podium de Suzuka avec Kenny Forey et David Checa. Encore une fois, le tout est possible. Parfois, on est un peu forcé de le démontrer. C'était pas un militantisme avant de partir. Il y a des situations qui créent finalement le résultat, qui crée ce qui s'est passé, et puis après, on peut encore mieux démontrer qu'en effet, tout reste possible. Mais il faut déjà, pour être sportif de haut niveau, un mental hors du commun. Autrement, on n'y arrive pas. Et pour aller chercher, puisqu'on est dans un mix business, on parle de business, il faut un mental de dingue, parce que des refus, on en a, Marine. Quand tes clients, par exemple, que tu formes, ou tu travailles aussi avec GMT 94, il faut un mental, il faut être bien organisé, il faut être bien posé. J'allais dire, le sportif et le team manager, tout ça se rejoint. Christophe avait les deux, mais il faut y aller, quoi. Il faut jamais désespérer. Oui, complètement. Après, généralement, quand on a la mentalité pour gagner, la volonté, l'esprit de compétition
et la volonté de gagner, on a déjà les ressources et en fait, il faut comprendre que ces ressources-là, il faut les mettre à disposition de la prospection et de la recherche de sponsors en ayant le projet dont on parlait tout à l'heure, donc pour éviter l'aspect mendicité, mais c'est sûr que ça nécessite une structuration, ça nécessite de l'organisation et oui, des refus, il y en a toujours, il y en a beaucoup, mais c'est, voilà, comme disait Christophe, après X années à faire zéro, et ben ça finit par arriver. La prospection, la recherche de sponsors, c'est pareil. Après X essais à démarcher et à essayer de trouver des entreprises à qui on va apporter quelque chose. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles une entreprise ne va pas donner suite et c'est pas parce que le projet est pas intéressant, c'est parce qu'elle peut avoir des problèmes en interne, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes financiers, c'est parce qu'elle a choisi d'appliquer une autre stratégie. Il peut y avoir plein de raisons qui justifient un refus, mais ça reste toujours difficile pour l'athlète, pour la personne qui demande et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et qu'une des clés pour réussir, comme le démontre et l'illustre Christophe avec brio, c'est la persévérance. Alors, la persévérance, vous l'avez, autrement il l'aurait pas fait, notamment quand on est amateur. Quand on est une grosse écurie, quand on est un gros club de foot, de rugby, etc., on n'a pas de mal à trouver des partenaires parce qu'ils voient, quel que soit le projet d'ailleurs, eux voient la visibilité, on va voir les autocollants, on va voir les trucs sur le maillot, etc. Là, c'est pas tout à fait ça. Alors, on continue, on va très vite sur la carrière, on peut pas décrire toutes les courses, évidemment. Vous revenez sur le Superbike, hein, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Toujours avec les mêmes partenaires. On a parlé, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, de la mutuelle des motards, qui ne vient pas uniquement pour mettre son nom sur la combinaison ou sur la moto, mais encore une fois dans un projet global. Oui, c'est vrai que, là vous parlez beaucoup de moi, mais je ne serais rien sans les autres. Hein. Et Patrick Jacot fait partie pour moi des personnes qui sont dans l'histoire du GMT 94, qui m'a aidé à le construire. C'est un homme de l'ombre, il y en a eu d'autres. Il y a eu le Pierre Gosnac, qui était le maire d'Ivry-sur-Seine. Il y a eu le fameux Michel Signerbieux, sans qui rien n'aurait commencé non plus. Enfin, encore une fois, sans les autres, on n'est rien. Oui, mais vous avez été fédérateur autour d'un projet et les autres sont venus. Peut-être qu'ils ne seraient pas venus si vous n'aviez pas été là non plus. Dans le cas de Patrick Jacot, non. Je pense que c'était sa motivation à lui aussi. Hein. Mutuelle des motards, c'est aussi un mouvement qui est né de la FFMC, Fédération française des motards en colère, qui étaient des militants pour aider les motards à pouvoir s'assurer déjà. Donc, ils ont créé la Mutuelle des motards. Et donc, le projet est le même. Tout est possible. On s'est réunis comme ça, on s'est rassemblés, mais c'est pas. Et en fin de compte, je pense que avec le GMT 94, entre autres, parce qu'il y a tellement d'activités pour Patrick Jacot et la mutuelle, on fait partie des structures qui amènent la mutuelle à démontrer elle aussi qu'il y a le même projet, que tout est possible. Ils le démontrent, ils l'ont démontré. Parce qu'à l'époque, on se rappelait qu'il y a 40 ans, on en était à se dire, mais on ne pourra plus assurer une moto. S'il n'y a pas eu la mutuelle des motards, peut-être qu'il n'y aurait plus de motards en capacité de s'assurer. Oui, parce qu'on n'avait pas la possibilité financière d'assurer. C'est et ça. Donc, exactement. Donc, finalement, l'union, enfin, tout ce qui s'est créé avec les mutuelles est lié à ça. C'est pas moi qui ai apporté quelque chose. Ça a été quelque chose de commun. On s'est retrouvés sur des valeurs communes et c'est ce qui continue. Donc, et ça, c'est produit dans tellement d'activités, tellement de domaines, pour d'autres entreprises aussi. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Ça m'arrive de rencontrer un patron d'entreprise qui me dit « J'ai besoin que tu viennes pour m'aider à motiver mes forces de vente, pour m'aider à leur donner cette énergie. » Et donc là, à partir de là, il y a quelque chose qui peut se construire. Si tu peux m'aider à expliquer aussi à certains que, voilà, on peut donner avant de recevoir, eux, mais ils vont recevoir de mon côté, donc on va se retrouver. Alors tous les chefs d'entreprise ne sont pas comme ça, mais ceux-là, on peut les mettre en valeur. Ceux qui aussi portent des valeurs humaines fortes, il y en a, et là, on peut se rassembler, se retrouver, et véhiculer des valeurs qui vont finalement
permettre à tout le monde de s'y retrouver. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content, entre guillemets. Vous, la mutuelle des motards vous accompagne toujours. Oui. Alors, le projet initial, on l'a bien compris, c'était vous sur la moto avec le département, etc., pour prouver qu'on peut y arriver, si on le veut. Aujourd'hui, vous mettez en place, c'est pas uniquement, encore une fois, l'argent, l'écusson, le machin, les trucs, la publicité sur la moto, sur le reste, mais vous avez des vrais projets avec eux, ça continue. Et puis même des projets qui peuvent rassembler même des concurrents. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est dans un monde de vie. Et la mutuelle des motards, Patrick Jacob, pour pas le reciter, il était à l'origine aussi d'une association des assureurs, qui sont vraiment des concurrents. Tous les concurrents, tous les assureurs de France se retrouvent autour d'une association qui s'appelle Assurance Prévention. C'est pour travailler avec les CRS. Alors, quand la première fois que Patrick Jacob m'appelle pour me dire « Bon, est-ce que ça dit de travailler avec les CRS ?» Sur le coup, je fais partie de ceux, il y a très longtemps, on va pas ressortir les slogans. Non, quand même pas. Voilà. Mais en attendant, le projet, il est incroyable. Et ça veut dire qu'avec eux, tous les ans, donc je suis parrain de la piste CRS, Assurance Prévention, dont fait partie la mutuelle des motards, mais dont font partie aussi d'autres assureurs qui sont les concurrents de la mutuelle des motards, sur un projet où les assureurs mettent au panier pour permettre à des jeunes d'être formés à la route de demain. C'est un projet extraordinaire, parce qu'en fait, il dépasse les questions de sécurité routière. C'est aussi la relation entre les flics et les jeunes, auxquels j'assiste tous les ans. En Val-de-Marne, puisque dans le projet, l'idée c'est de faire en sorte que cette piste puisse être tous les ans en Val-de-Marne. Ça concerne 10 000 jeunes par an en tout, sur la France. Ouais, sur la France. Il faudrait que ça concerne 100 000. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la relation, vous parliez de flics et des jeunes, c'est plutôt les rodéos et on se fait chasser, on fait machin, etc. Donc, c'est aussi pour montrer... Et vous travaillez sur la sécurité, pour le coup, c'est pour montrer que tout le monde peut vivre ensemble sans se chasser, sans se taper. Hein. Je peux vous assurer que depuis 20 ans que je parraine cette piste, le succès dans la relation jeune-flic, il est de 100%. 100%. Jamais il y a eu un accro en 20 ans. Jamais. Quand vous mettez des jeunes face à des policiers, des CRS, qui restent des CRS, s'ils ont leur tenue, ça peut être rigide, ils sont pas là CRS. Pour... non, ils sont... Alors, après, ils sont passionnés de moto, aussi, ils sont motards, ils ont une vraie relation avec les jeunes, et c'est souvent très émouvant. On voit des situations parfois, parce que ça peut accueillir des jeunes, parfois de situations extrêmement difficiles. L'an dernier, à Valenton, on a accueilli aussi 3 jeunes qui arrivaient, c'était le ministère de la Défense, de la Justice qui nous demandait si on pouvait accueillir 3 jeunes qu'on avait sortis de la prison pour participer à cette initiative. C'est des moments qui sont très forts. Et là aussi, c'était des moments très, très émouvants parce que des jeunes vont découvrir une autre police qui en fait est la même. Ça qui est intéressant. On parle de prévention, on parle de sécurité. Et on s'intéresse à eux. Là, vous avez c'est ce qu'on disait au début, on y revient. On s'intéresse à eux sur quelque chose. Et eux aussi. Alors c'est évident que là, ce sont des moments, tout ça, qui expliquent aussi la motivation qu'on peut mettre après pour faire de la course, parce qu'on se sert de la course pour ça, parce que Christophe Écollan, qui est le patron de la piste CRS, m'appelle là, la semaine dernière, pour me dire on est au Salon de Lyon aussi. La piste, la piste va être là-bas quand même. Et donc, tous les jours, à 14h, j'y serai pour aussi accueillir des jeunes qui seront là avec lui. Et c'est lui qui demande. Donc, c'est super. Ça crée une relation entre la course, la sécurité routière. Et donc, il y a du sens à la passion qui nous anime. Il y a du sens, la passion qui nous anime, c'est parce que tout a démarré et qu'il y a le département qui est venu, les sponsors. Ça serait plus compliqué au niveau des sponsors et des partenaires aujourd'hui, Marine, pour faire ce qu'il a fait, à démarrer ça aujourd'hui, que d'avoir démarré ça dans les années 80 ? Je ne sais pas si ça serait plus compliqué, mais en tout cas...
il y a une chose qui est très intéressante, c'est que au début, quand on cherche à créer quelque chose de nouveau, il faut montrer à l'autre qui peut nous faire confiance. On a un projet, mais il faut s'intéresser et il faut aussi prouver que on peut être là et qu'on veut vraiment apporter quelque chose. On le voit bien d'ailleurs avec ces books, ces dossiers de presse qui étaient envoyés, que Christophe envoyait chaque année et même parfois plusieurs fois par an, qui sont énormes. Il prenait le temps de faire ça, d'envoyer à chacun de ses partenaires les copies des articles, les flyers des événements où il était allé, pour vraiment montrer qu'il se démenait, que ça tombait pas du ciel et qu'il y avait des retours. Et une fois que la confiance est instaurée, que les choses sont en marche, après, il faut aussi être disponible. Là, il le disait très bien, ce sont ses partenaires aujourd'hui qui le sollicitent pour faire des choses. Ça demande du temps et c'est très important. Le temps, il le prend et c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne sur la durée. La mutuelle des motards, ça fait 30 ans que dure le partenariat. Et c'est parce que, au début, il a montré que on pouvait lui faire confiance, qu'il répondait présent et que surtout, il continue, même en ayant une notoriété beaucoup plus importante, même en ayant eu des résultats sportifs, même en ayant eu tout ça, ce qu'on n'a pas au début, il continue à accorder du temps, à répondre aux sollicitations et à être à l'initiative. C'est aussi ça. Tout à l'heure, on parlait des marques sur le circuit Carole qui vont montrer les pneus, qui vont montrer un petit peu les différents métiers de la moto, comment ça marche, etc. Les gens le font volontiers, mais encore faut-il avoir l'idée de leur demander, encore faut-il les solliciter pour créer cette expérience-là. Encore faut-il être force de proposition et entraîner les gens dans l'aventure pour leur montrer que ils participent vraiment, que les sponsors, les partenaires participent à quelque chose et qu'ils sont pas là juste pour donner et signer un chèque et attendre la fin de l'année. On fait participer, c'est un projet interactif, si je peux me permettre ce terme-là. On fait participer. Pour terminer, puisqu'on a fait très vite quand même dans cette émission, on peut pas faire 3 heures, mais c'est forcément passionnant. Des projets en vue, là, avec toujours vos partenaires, que ce soit le département, que ce soit la mutuelle, d'autres partenaires, d'autres projets pour les années qui viennent, là, votre tête, je suis sûr, fourmille d'idées à mettre en place. Bon, d'être un nouveau champion du monde dans la catégorie dans laquelle on est arrivé maintenant il y a 5 ans. On a été vice-champion du monde équipe en 2019. Depuis, on n'a pas réussi à obtenir le titre. Encore une fois, c'est avant la réussite, il y a d'abord les échecs à affronter, des moments difficiles parfois à porter, mais on n'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas champion du monde. Ah, c'est ce que j'allais dire. Tant que vous n'avez pas le titre, vous n'arrêtez pas, vous continuez. Et puis après, il y aura autre chose, mais pour l'instant, c'est d'abord être champion du monde de Supersport. Pour l'instant, c'est champion du monde de Supersport. En tout cas, c'était une émission très passionnante, puisqu'on a abordé votre carrière de sportif, on a abordé votre carrière de team manager, on a abordé votre carrière de commercial à aller chercher les financements toujours autour d'un projet. C'était très passionnant. Merci Marine de nous avoir éclairé sur tous ces points. Merci Christophe Guyot. On va vous suivre maintenant sur Radio Sport, évidemment, parce que on parle de tous les sports, y compris de la moto. On a une émission qui s'appelle Motorhome. Vous pouvez la suivre, qui est une émission qui parle et de voitures et de moto. En tout cas, c'était très passionnant. Marine, Christophe, je vous remercie pour votre participation. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Zone Mix Business.